Merci pour votre fidélité et votre confiance sur nos antennes et surtout bienvenue à ce nouveau numéro de version croisée. Félix Antoine Tshisekedi, c'est le 5e président de la commission, de la République démocratique du Congo, d'après les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Les résultats confirmés également par la Cour constitutionnelle. Plusieurs organisations internationales ont déjà réagi en prenant acte et félicitant donc le nouveau président en parlant de la SADC, récemment de l'Union européenne. Et il y a également la France, la Russie, la Chine et bien d'autres pays qui sont déjà prêts à collaborer avec le nouveau président. Aujourd'hui, nous voulons tabler dans ces versions croisées sur les défis et nous avons ciblé principalement les défis sur le plan économique et politique, surtout du point de vue de l'efficacité des institutions. Merci à vous deux d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci. Voilà, nous avons... Merci de me donner l'opportunité. Très bien, très bien. Alors, Norbert Yamba, vous êtes cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, les partis qui est d'ailleurs gagnant de la présidentielle du 30 décembre. Et vous allez débattre avec Maître Richard Longomba. Mongomba, voilà. Blanchard, ouais. Voilà, vous êtes... membre de la MOCA, oui. Mais la plateforme de Adolphe Mouzito, ça s'appelle encore quoi? Voilà, alors c'est avec vous que nous allons donc débattre dans cette émission. Mais j'aimerais commencer par la dernière réaction de Martin Fayoulou, qui était votre candidat à la présidentielle, candidat malheureux, arrivé en deuxième. Il dit qu'il se considère comme étant le président légitime. Quel est le sens que vous donnez à cette déclaration? Merci beaucoup, Monsieur Edmond. Je présente mes vœux à mon aîné. Pour la première fois, nous nous retrouvons sur un plateau de télévision. C'est un honneur. Mais ici, je voudrais revenir en disant que, effectivement, comme vous le savez, Monsieur Martin Fayoulou, qui est notre candidat à la présidentielle du 30 décembre dernier, a été voté massivement par le peuple congolais. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les observateurs de la SENCO et même de certaines des autres organisations qui l'ont confirmé que les résultats tels que publiés par la Commission électorale nationale indépendante ne reflètent pas la vérité des urnes. D'ailleurs, moi-même j'étais coordonnateur adjoint de la campagne de Martin Fayoulou dans la province de l'Équateur. J'ai vécu ce que la Commission électorale nationale a fait, parce que le jour même où la Commission électorale nationale a publié les résultats, c'est pour dire que voilà, la Commission électorale nationale indépendante, les résultats que cette institution a publiés ne reflètent en rien la réalité des urnes. C'est comme ça que Martin Fayoulou, aujourd'hui, le candidat, qui est le candidat du peuple congolais, considère qu'il est le président légitime, il est le président que les Congolais ont voté. Parce que jusqu'à ces jours, les données ou le résultat que la CENI a publié... de cet acte? Apparemment, vous n'avez rien à dire. Hein? J'aimerais qu'on avance. Non, mais la signification, c'est justement pour montrer effectivement que la commission électorale a publié les résultats qui n'ont rien à voir avec la réalité des urnes, qui n'ont rien à voir avec la vérité de la loi électorale. Parce que la loi électorale demandait à ce que tous les témoins qui ont participé aux travaux de compilation de résultats et participent ou signent les procès-verbaux. Malheureusement, très bien, les merci. témoins n'ont pas participé. C'est Martin Fayoulou qui continue à être le président. Voilà, Norbert Yamayama, vous êtes de l'UDPS, Félix Tshisekedi déjà président. J'aimerais que nous puissions commencer sur sur les défis auquel il fera face sur le plan économique. Il trouve un budget pour 2019 qui a été déjà évalué autour de 7 milliards, 6 milliards. Comment va-t-il opérer les miracles pour arriver, par exemple, à son premier quinquennat? Il prévoyait autour de 15 milliards de dollars américains. Merci beaucoup. Je voudrais renvoyer les mêmes vœux de bonheur, de prospérité, de longévité à mon frère Blanchard. J'espère que cette année va nous permettre de dégonfler les tensions, de construire une sorte d'intelligence émotionnelle pour que nous puissions assumer avec plus de compétences et d'efficacité la gestion de la République qui reste a failli pendant plusieurs décennies. Et nous avons intérêt aujourd'hui à susciter davantage l'espérance et les attentes de notre peuple autour véritablement de la résolution de leur pauvreté.
Cependant, j'ai quand même un mot à dire par rapport à la question que vous avez posée. Vous savez, la question de la légitimité est fonction de l'enthousiasme de la population vis-à-vis d'un leadership. Et moi, je pense que lorsqu'on organise les élections, il y a des moyens de droit. Je ne suis pas juriste, il ne faudrait pas que je glisse sur un terrain glissant. Mais j'ai quand même un certain nombre de notions sur le sondage ou les statistiques. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai entendu Maître Blanchard dire mais il fallait voir les données de la Senco, il fallait voir les données des organisations, etc. Mais bon, il reconnaît effectivement que les témoins ont été pourchassés. Je suis témoin parce que moi aussi, j'ai dû participer à ces élections. Mais je voudrais simplement vous dire qu'il faut souvent tabler pour tirer une conclusion concluante autour du taux de couverture géographique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en fait, savoir se poser la question sur la représentativité de l'échantillon. Sincèrement, Maître Blanchard, j'étais au Sankourou et non seulement les candidats à la Mouka n'avaient pas attendu justement le jour des élections parce que les décors étaient déjà plantés pour qu'effectivement ils n'obtiennent rien. Ils sont partis, ils n'ont même pas organisé les témoins, etc. Regardez un espace de 104 000 km². Personne d'entre eux, ils étaient deux, notamment dans mon territoire de Lomela, ils n'avaient même pas de témoins. Et quand je leur ai posé la question, ils disent nous entendons l'argent, jusque le dernier jour où l'argent n'était pas venu, etc. Et donc ils ont laissé libre cours à ce que la CNI, du reste, pour de faire ce qu'elle a fait. Autre chose, la Senco. Sincèrement, sur un territoire de 26 000 km², de 26 000 km², je n'ai pas vu les éléments de la Senco. Il ne faut pas confondre. Du moins là où vous étiez. Les observateurs. Du moins là où j'étais, mais j'ai sillonné 6 territoires. Et donc, lorsque vous regardez la déclaration de la Senco, qui porte sur le nombre d'observateurs, la Senco parle de 41 000. Effectivement, ils ont dit qu'il y a des territoires qui n'ont pas été concernés, comme Beni, Butembo et Yumbi. Ils sont arrivés à 40 000. Mais, écoutez, pour observer, il faut avoir un macaron d'accréditation auprès de la CNI. Et la CNI dit qu'elle a libéré 17 000 macarons. Pour le compte et par rapport à ces éléments, il est très clairement dit que les résultats obtenus par la CNCO ne dépassent pas 40% de ce que représente l'ensemble véritablement des résultats sur l'ensemble du territoire. C'est très bien. C'est que très clairement, 40%, ça ne représente rien. Et vous savez que nous avons 172 000 bureaux de vote. Il y avait simplement 17 000 macarons, 17 000 observateurs. Parce qu'on ne peut pas avoir accès dans un bureau sans que vous ayez le macaron d'accréditation et encore que l'observateur n'est pas là pour avoir le PV, voilà. Le PV de document, on ne peut pas remettre à un observateur. C'est que très clairement, il y a eu un problème managérial, il y a eu un problème d'organisation, on ne peut pas tirer des conclusions. Vous monopolisez la parole, j'aimerais qu'avant que vous ne puissiez entrer dans les défis, Maître Richard Longola, vous avez une réaction par rapport à ce que Norbert venait de dire tout à l'heure? Oui, j'ai une réaction. Je note avec satisfaction que mon grand frère vient de constater qu'il y a eu effectivement un problème managériel et il y a eu un problème d'organisation au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, j'ajoute, c'est que aujourd'hui, nos amis ont tendance à vouloir décrier ou ne pas accepter le rapport de nos amis de la Senco, d'autant plus que cette même Senco, lorsque en 2011, elle était sur terrain et la Senco avait fait à cette époque le rapport comme quoi c'est Étienne Tshisekedi qui était gagnant des élections, c'est nos mêmes amis de l'IDPS qui avaient applaudi. Et d'ailleurs, avant de monter ici, j'étais en train de revoir encore la vidéo de monsieur Félix Tshisekedi, enregistrée je crois au mois de mars 2015, où il confirmait que c'est effectivement Étienne Tshisekedi qui est le gagnant des élections de 2011 parce que c'est la Senco qui confirme cela pour avoir déployé les observateurs un peu partout. J'ajoute un élément. J'ajoute juste un élément, puisque mon grand frère vient de dire quelque chose. C'est qu'il y avait moins de cartes d'accréditation. Mais
nous n'allons pas oublier que ces mêmes bureaux de vote étaient devenus bureaux de dépouillement juste après. Et le résultat était affiché dans chaque bureau de vote. Même si on n'a pas pu accéder dans un bureau de vote, mais on ne peut pas empêcher à un observateur de constater le résultat affiché dans chaque bureau de vote. Donc ces résultats-là, puisqu'il y avait de fiches des résultats qui circulaient par-ci, par-là, partout auprès de témoins de chaque candidat, eh bien, on ne peut pas considérer que les résultats tels que avancés par nos amis de la Senco étaient une chimère, étaient une comédie. Donc nous disons que les résultats tels qu'avancés par nos amis de la Senco et d'autres organismes, c'est ce résultat-là qui reflète la réalité, puisque moi j'étais en Mbandaka. En Mbandaka, j'ai vu Monsieur Félix Tshisekedi arriver. J'ai vu les gens qui l'ont accueilli à l'aéroport. J'ai vu les gens qui ont assisté à son meeting au stade Bakoussou, en Mbandaka. Mais j'ai vu quand Martin Fayoulou est arrivé. Tout ça, c'est pour montrer un peu l'image. Ça, je prends juste cet échantillon pour montrer l'effervescence qu'il y avait autour de la campagne de Martin Fayoulou. Et c'est que nos évêques nous disent aujourd'hui que par rapport aux résultats, nous osons croire que c'est la réalité. On peut dire ce débat-là ne peut plus encore peut-être avoir lieu dans la mesure où la Cour constitutionnelle s'est presque déjà prononcée. Il y a même de soutien au niveau international. J'aimerais qu'on entre maintenant dans les défis auxquels le nouveau gouvernement, sous le leadership de Félix Tshisekedi, pourra faire face sur le plan économique. Que faudra-t-il faire dans ces contextes pour peut-être opérer des miracles, quitter de 5 milliards, 6 milliards à 10 milliards, réaliser les promesses de Congolais, les attentes notamment en termes de salaire, en termes d'amélioration des conditions sociales, etc. Merci beaucoup, mais justement par rapport à... Allez-y, je comprends que c'est... Aux sources de légitimité, nous avons sur le plan statutaire deux sources de légitimité importantes. Il y a le résultat prononcé par la CNI, il y a le résultat au finish de la Cour constitutionnelle. Les deux résultats faisant combine, c'est Félix Tshisekedi qui a été proclamé chef de l'État. Je suis très heureux effectivement que Blanchard dise qu'il y a des résultats qui ont été affichés. J'ai suivi les donateurs de la Mouka dire qu'ils auraient mis 40 000 smartphones et que bon, si ces résultats étaient affichés, ils auraient pu véritablement photographier naturellement ces résultats et ça servirait de source de preuves, etc. Il me semble qu'ils n'avaient pas ces preuves lorsqu'ils sont allés à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle. Quand cela ne tienne, on ne va pas transformer Senco à une école de sondage. Nous sommes aux élections, nous ne sommes pas dans les sondages. Nous sommes dans la loi de la majorité statistique, sur des faits effectifs. Il me semble que 17 000 sur 172 000 bureaux de vote, ça ne correspond pas. Et donc, Senco pourra véritablement, dans les jours à venir, faire un effort de couvrir l'ensemble du territoire national, encore que les catholiques sont partout. Malheureux pour ceux qui disent que tous les bureaux de vote étaient installés dans les écoles catholiques. Non. Mais il parle de l'effervescence de l'accueil de Martin Fayoulou par rapport à celui de Félix Tshisekedi, par exemple, dans la circonscription où vous vous retrouvez, c'est en Mbandaka. Voilà. Attention, il y a une différence en psychologie sociale d'une foule à un adhérent, à un militant, à un fidèle. C'est très important. Il y a trop de curieux, vous savez. Surtout que lorsqu'on n'a pas une offre politique. En tout cas, je n'ai pas entendu suffisamment Martin parler de ce qu'il va transformer le Congo de demain. Donc, si il le disait, j'aurais pu croire. Mais alors, parlons là où, je veux dire, là où vous êtes attendu en tant que parti au pouvoir aujourd'hui. Bien que certains de vos membres donnent l'impression de ne pas encore comprendre qu'ils sont déjà effectivement au pouvoir. Par où allez-vous commencer? Et c'est là justement le problème. Et Blanchard, je suis très heureux, j'étais toujours estimé, parce que nous estimons que la génération actuelle doit être une génération qui apprécie des gens sur base de leurs propositions, sur base de leur offre politique. On ne va pas courir derrière les gens, soit ils ont l'argent, soit ils sont beaux, etc. Il faut que cette dynamique se construise dans la perspective. J'espère que ce n'est pas le cas pour Blanchard. Blanchard, je l'aime bien, je l'estime. Très bien. Il se bat. Je peux l'appeler jeune frère, nous sommes des collègues politiques, etc. Et il a l'amabilité, la modestie de reconnaître mon droit d'aînesse. Et je le félicite. Ce n'est pas la première fois que je le félicite. Donc, c'est le genre de jeunes gens qui se battent et qui pensent qu'on doit transformer la République. Très bien, mais maintenant ils vont vous observer. Comment vous allez gérer le pays? Maintenant, quels sont véritablement les grands défis? Vous savez,
pour l'instant, le Congo traverse une zone de turbulence. Nous sommes un pays problématique par excellence. Nous sommes un pays en détresse, un pays malade. Et parce que nous sommes malades, au grand mot, grand remède, il faut qu'il y ait des défis. Il y a des défis en court, à moyen et à long terme. Mais le premier défi en court terme, c'est la restauration de la sécurité de notre pays. Parce que la sécurité pose le problème de la paix. On ne peut pas construire un développement si il n'y a pas de paix. Et la paix s'est construite autour de la sécurité. Vous savez ce qui se passe à l'est de la République. Vous voyez ce qui s'est passé au Kasaï. Vous voyez la contingence. Mais qu'est-ce que vous allez faire de manière prioritaire et comment on va commencer? Est-ce que c'est le président Tshisekedi, par exemple, qui va se déplacer et s'installer avec son premier ministre à l'Est, comme c'était une promesse de campagne? Ou qu'est-ce qui va être fait qui soit différent de ce qui a été mis en pratique par le gouvernement? Non, n'allons pas dans le folklore. Voilà. Déplacer un état-major, ça ne veut pas dire apporter de solution. C'était le folklore, c'est que le président Tshisekedi tout le temps. Non, mais écoute, quand même, il faut que ça soit rationalisé. Très bien. Lorsqu'on fait une proposition, le déplacement d'un état-major, ça ne suffit pas. Il y a combien de militaires à Goma? Il y a combien de militaires à Beni? Il y a combien de militaires à Butembo? Pourquoi il y a récurrence? Même la MONUSCO est présente à ce niveau-là. C'est que quelque part, nous ne sommes pas en train d'identifier à la fois les problèmes et les acteurs. Je m'excuse beaucoup. Il faut qu'il y ait un effort. Et au travers de Félix Tshisekedi, par l'arsenal d'une intelligence collective qu'il va mettre en place, nous allons devoir savoir le problème qui se pose. Et le problème qui se pose, c'est essentiellement la convergence d'intérêts entre certaines multinationales, certains sous-traitants de la sous-région, nos voisins, et certains relèves volontaires qui construisent véritablement cette convergence d'intérêts et chacun tire les dividendes. Vous allez négocier avec eux, par exemple, pour dire, ben voilà, comment on va redistribuer les ressources, ne venez pas faire la guerre ici. Lorsqu'ils sont identifiés, à ce moment-là, nous aurons un paquet d'un agenda stratégique qui nous permette d'orienter à chaque catégorie des discussions pour dégonfler et dédramatiser l'atmosphère. Nous entendons discuter avec les multinationales. Regardez, la Belgique investit au Congo 1%, mais investit au Canada 61%. Pourquoi, si ces multinationales investissent ailleurs et elles gagnent de l'argent, pourquoi elles ne peuvent pas investir dans notre pays, dans la sérénité, dans les cadres? Je vous ai compris, avant que Blanchard ne réagisse, ça veut dire que vous allez identifier les problèmes, vous allez identifier les multinationales, ou bien vous les avez... Donc vous allez prendre du temps à les identifier, ou bien c'est un problème que vous maîtrisez déjà? Non, nous sommes en train de construire un agenda stratégique, catégorie par catégorie. Voilà. Et d'ailleurs, les problèmes internes ne vont plus se poser parce qu'il n'y aura plus, n'est-ce pas, de répondants qui jouent le rôle des courtiers, de commissionnaires, autour véritablement de cet enjeu que nous identifions. Merci. Mais je n'aime pas parler de... Bon, peut-être... Nous revenons. Moi, j'aurais bien voulu que nous puissions commencer au chapitre économique. Arrêtez le folklore avec cette histoire des déplacements d'état-major. Ça ne vient pas de moi, malheureusement. Ce n'est qu'un discours populiste qui ne peut pas passer à ces moments où nous sommes en train de construire une intelligence collective. Peut-être qu'il faut encore un débat au niveau de l'UDPS, mais j'ai entendu ça pendant la campagne électorale. Blanchard Longomba, est-ce que vous pensez dans la composition, dans la structuration des institutions actuelles avec un président de la République qui n'est pas majoritaire au niveau du Parlement? Ce qu'on dit, c'est réaliste, en face de vous? Merci beaucoup Edmond. Je suis content que vous puissiez, que vous ayez relevé cet aspect-là, puisque c'est la première des choses. C'est une question que je vous ai posée, hein. Je ne vous ai pas donné de la matière, j'estime. En posant la question, vous avez évoqué, vous avez relevé cet aspect que beaucoup d'analystes ignorent, c'est qu'aujourd'hui, le président, s'il faut considérer les résultats de la CENI, Félix Tshisekedi, aura un problème, c'est qu'en face de lui, il a une majorité qui n'est pas le sien, qui n'est pas la sienne. Donc c'est cette majorité qui, jusqu'à ce jour, continue à être une majorité du FCC. Donc ça sera une majorité qui sera contrôlée essentiellement par Joseph Kabila et son camp. Ce qui nous fait dire qu'il y aura la continuité dans l'action politique, mais surtout dans l'action économique, d'autant plus que lui-même, le président, là je dis en considérant le résultat de la CENI tel que publié, il disait qu'il n'a
pas encore une vision, il n'a pas encore, ça c'est l'offre politique, puisque j'ai entendu mon aîné parler de l'offre politique pendant la campagne. Et pourtant, cette période-là, on était en pleine campagne, et Félix Tshisekedi, à l'époque, disait déjà qu'il n'avait pas de vision, il n'avait pas de programme, parce que la seule personne à avoir une vision, à avoir un programme, c'était Joseph Kabila, parce que lui, au moins, il a eu à gérer. Et lui, puisqu'il n'a pas géré, il avait dit ça comme ça dans la campagne. Il a dit dans une émission avec votre confrère Christian Lusakwe. Encore avant de monter ici, j'ai encore revu cette image. C'est pour dire qu'il y a un problème. Avec un taux de croissance qui environne le 3%. Félix Tshisekedi a promis d'amener le budget de l'État quinquennal, je crois, à 96 milliards de dollars, ce qui nous fait dire qu'on aura par an plus ou moins 17 milliards. Je me dis, comment cela va-t-il se passer avec un taux de croissance qui environne le 3%? Et même si cela pouvait se réaliser, comment ou par où on va commencer pour mobiliser ces ressources-là pour nous amener effectivement à relever les défis économiques qui nous attendent? Parce qu'ici, il faut savoir que nous avons des provinces qui fonctionnent comme des entités administratives, qui fonctionnent comme des entités déconcentrées. Pourtant, ces provinces ont besoin, dans d'autres États, on a des États qui ont la même superficie que nos provinces ici, qui ont la même démographie, la même population que nos provinces ici. Mais ces provinces vivent avec, en Angola par exemple, avec 1 milliard par province. Mais nous ici, on n'a même pas 100 millions, même pas le 1/10. Et comment Félix Tshisekedi, avec son gouvernement, qui est essentiellement ou majoritairement FCC, va-t-il fonctionner? C'est ça le vrai débat. Vous craignez que ça soit la continuité de ce que... Ce n'est pas que nous craignons, mais c'est la réalité en face. Parce que la majorité est composée du FCC et le Premier ministre devra être... Mais vous ne croyez pas que le FCC peut peut-être améliorer... De la manière dont les cartes se sont jouées. Nous ne voyons pas l'UDPS et M. Félix Tshisekedi dégonfler cette machine. Parce qu'on sent qu'il a été placé comme président de la République, mais il y a une machine quelque part qui fonctionne pour ne pas l'accompagner à cette à la réussite. Merci beaucoup. Félix Tshisekedi, président de la République, a été placé pas par un individu, mais c'est plutôt par la population congolaise. Et si tel était le cas d'un individu, on aurait pu placer immédiatement Chadari, qui du reste est quand même le fils aîné de cette obédience. Donc ça, c'est une incantation qui doit véritablement s'arrêter. Deuxième chose, je voudrais également dire que... et je suis peiné. À l'époque du docteur Etienne Tshisekedi, j'étais parmi les gens qui ont construit le programme, son offre politique. Et quand vous lisez cette offre politique, elle se résume au peuple d'abord. Quelles sont les vraies préoccupations, quels sont les vrais besoins de notre peuple et quelles sont les réponses qu'il faut véritablement donner à ces besoins-là. Et donc, son Excellence Félix Tshisekedi arrive. Au lieu d'avoir un programme inutile, il s'est inspiré véritablement de ces slogans thématiques qui portent sur le peuple d'abord, premièrement. Deuxièmement, il s'est inspiré du projet de société de l'UDPS, qui du reste est un projet qui... Mais il aurait déclaré à Top Chrono qu'il n'a pas de programme, d'après ce que je suis en train de suivre tout à l'heure. Excusez. Oui. Le projet que beaucoup ont copié, parce qu'il n'y avait pas de modèle, si ce n'est qu'un modèle UDPSien. Troisième chose, n'est-ce pas, Félix Tshisekedi a produit son propre programme, qui est connu, vaincre la pauvreté. Ça, c'est le slogan thématique, vaincre la pauvreté. Et ce programme est dans les nets. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lorsque Félix Tshisekedi passait à TV5, on lui a posé la question de résumer son programme. Il a parlé de la sécurité, il a parlé de la restauration de l'État, il a parlé de l'éducation, il a parlé de la recherche technologique et scientifique, il a parlé de l'accroissement de la production, de la croissance inclusive et la mise en place de la gouvernance. Regardez tous les YouTube, vous allez trouver véritablement ce résumé-là. Alors, je termine. Vous avez un gouvernement majoritaire parce qu'on n'a pas suffisamment du temps aussi. Je termine par rapport à sa préoccupation. Est-ce que Félix Tshisekedi a dit qu'il n'a pas un programme? Mais je viens de prouver qu'il y a un programme. Il y a même des soubassements, etc., qui est un programme. Mais lui, et j'ai suivi ce qu'il a dit chez Lusakwe, etc. Parce que lorsqu'on a une offre politique, on n'a pas été dans les institutions de la République. Eh bien, écoute, on propose par rapport aux informations qu'on a, mais lorsqu'on y entre,
naturellement, on essaie de faire des états de lieux dans les différents secteurs de la vie nationale. On peut réajuster véritablement son offre politique. Et le reconnaître, c'est justement avoir l'humilité et l'enthousiasme de s'investir dans la perspective de pouvoir changer la situation. Donc, on ne peut pas continuer à balancer. Et j'ai vu ça sur RTVS en train de dire que Félix attend Nyati Kabila. Non, il a dit le métier du chef de l'État. Pour les candidats aujourd'hui, c'est Kabila qui l'a assumé et Kabila aurait une expérience. Pour les restes, nous avons tous besoin de... On me fait déjà signe que je n'ai plus suffisamment de temps. J'aimerais que vous puissiez réagir dans la conclusion par rapport au fait qu'il dit que c'est un gouvernement du FCC et la crainte, selon eux, c'est que le système de gouvernance ne change pas et que ça soit ce qu'il appelle la continuité. Est-ce que vous répondez au même moment que vous concluez? Blanchard n'a pas tort. Lorsqu'on regarde le paysage institutionnel, il y a une majorité au Parlement, Sénat et Assemblée nationale. On n'a pas encore mis en place. Au niveau des provinces, etc., gouvernorat, Assemblée, etc. Bon, ça paraît véritablement quelque chose de programmé. Quand cela ne tienne, je pense qu'on ne peut pas débaucher un chef de l'État. On peut débaucher un Premier ministre, mais on ne débauche pas un chef de l'État qui a des prérogatives. Et je connais mon type, je connais Félix Tshisekedi, son humilité et sa capacité, son feeling politique. Il faut faire une animation, encore qu'aujourd'hui, il n'a pas encore désigné un informateur pour voir à l'intérieur de l'Assemblée parlementaire qui peuvent justement collaborer avec lui, qui ne peuvent pas collaborer avec lui. Donc peut-être qu'on pourra prendre une option, ou soit on fait une cohabitation, ou soit on fait une coalition. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas. Donc déjà, parler de la faiblesse de la majorité. Donc nous croyons sincèrement que demain, parce que le poisson pourri, pas en commençant par la tête. Nous avons une tête qui n'est pas pourrie et qui a la capacité managériale de pouvoir drainer les différentes ressources humaines. Même la majorité, le FCC, qui a démonté véritablement ses limites, ça c'est évident, qui peut devenir un obstacle, ça va de soi, mais Félix Tshisekedi, président de la République, avec l'engagement de notre peuple, on va transformer les gens et ensemble nous allons voir, comme dans une union sacrée, l'avenir de la République. La conclusion, c'est que le peuple constate que nous nous sommes battus pendant un temps, effectivement, avec le patriarche Étienne Tshisekedi de Riz Mémoire. Il nous a appris à lutter avec les patriarches Antoine Gizenga de l'époque. Ils se sont battus pour l'alternance, pour la démocratie. Et malheureusement, le peuple congolais attendait, c'est qu'en 2018 ou en 2019, nous puissions effectivement obtenir cette alternance, nous puissions obtenir... c'est pourquoi nous nous sommes battus, c'est pourquoi nos amis ont perdu de leur vue. Malheureusement, nous constatons, nous sentons que nous sommes en train d'aller vers l'implosion, nous sommes en train d'avancer vers une situation chaotique qui ne va pas nous faire bénéficier, nous en tant que peuple, de l'alternance, du changement que nous voulions, parce que nous n'allons pas ici rappeler que le régime Kabila a fait 17 ans sans apporter de solution à nos différents problèmes. Mais aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, on sent aussi que nous sommes en train d'avancer vers ces blocages et ça, c'est ce que le peuple ne souhaite pas. Félix Tshisekedi, construisons des synergies gagnantes et c'est là que je lance un appel à l'AMUCA de comprendre que nous avons l'alternance, construisons une intelligence collective, faisons de telle sorte que à partir de cette petite victoire, nous puissions capitaliser les énergies et bouger notre pays tel que nous la souhaitons. Voilà. Petit à petit. Donc très prochainement, nous pourrons vraiment revenir en profondeur, vraiment dans les détails, sur les défis. Nous en parlerons pratiquement tout au long de cette première année du quinquennat de Félix Tshisekedi. Mesdames et messieurs, d'abord merci à vous deux d'avoir accepté de répondre à notre invitation, de venir débattre. Merci également à vous tous qui nous avez suivis ici à Kinshasa et ailleurs à travers le monde. Et à très très bientôt.